Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Eidicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, de comprendre les comportements de l'être humain et surtout réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo Eidicus. Et oui, rien que ça. Si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 ou épisode introductif dans lequel je vais vous présenter les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire au podcast sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Alors dans l'épisode précédent, j'ai commencé à vous parler du livre de Juan Branco, Crépuscule, qui est publié au Diable Vauvert il y a quelques semaines. Et je souhaiterais commencer cet épisode par remercier l'éditeur qui a eu le courage de publier cet ouvrage que toutes les autres maisons d'édition avaient refusé. Il sauve ainsi l'honneur de l'édition et cela montre à quel point il est important d'avoir des médias et des maisons d'édition indépendantes et courageuses. La dernière fois, en me basant donc sur le livre de Branco, j'ai parlé des liens étroits entre Macron et les oligarques, et notamment avec Xavier Niel, Bernard Arnault et Arnaud Lagardère, qui l'ont appuyé vers sa conquête de l'Élysée. Nous avions parlé de Mimi Marchand, qui avait été chargée de la communication du couple Macron et qui a été présentée à Madame Macron par Xavier Niel. Branco nous montre comment ces personnes sont très proches par des liens d'amitié et même familiaux entre Niel et Arnaud, par exemple. Nous avions montré que Macron est déconnecté de la réalité, c'est d'ailleurs la critique que François Ruffin lui assène dans son livre « Ce pays que tu ne connais pas ». Si déconnecté que la mascarade du grand débat montre encore à quel point il ne comprend pas et ne trouve pas de solution. Combien de débats organisés pour finir en apothéose avec plus de 8 heures de présence sur la radio publique dans ce fameux débat avec les intellectuels. Quelle belle campagne de communication. Alors nous nous étions étonnés aussi du parti pris évident de la grande majorité des médias traditionnels en faveur de Macron. Alors qu'en fait, cela ne devrait pas nous étonner puisqu'ils sont la propriété des oligarques précédemment cités qui, bien sûr, n'interviennent pas directement pour influencer le contenu. Il leur suffit de nommer un de leurs proches à la direction du groupe, comme par exemple Louis Dreyfus, dont Branco nous explique, je cite, qui s'est trouvé un temps à la fois directeur général du Monde, de l'Obs et des Inrecuptibles, excusez du peu, en charge en tous ces journaux du recrutement et du licenciement, des promotions et mise au placard de tous les journalistes des plus prestigieuses rédactions de Paris où tous les journalistes de France rêvent d'être recrutés. Fin de la citation. Ainsi, je tiens d'ailleurs à saluer un journaliste que Branco cite dans son livre, il s'agit de Marc Andevelde, ancien grand reporter à Marianne et qui a publié L'ambigu Monsieur Macron en novembre 2015. Et d'ailleurs, Branco écrit « Cet ouvrage, alors que personne ne comprenait rien à rien au phénomène Macron, ne serait pas même chroniqué au Monde ou au Figaro. Regardé avec dédain, on le laisserait passer, préférant s'intéresser et s'exciter au récit que Lagardère et Niel, Arnaud et Marchand fabriquaient. » Fin de la citation. Alors, respect pour Monsieur Andevelde et honte sur les autres médias qui n'ont pas fait l'effort de parler de ce premier livre, donc, de l'auteur dont je viens de parler. Et donc, on se demande, est-ce que ces journalistes sont soumis? Est-ce qu'ils baissent la tête et ferment les yeux pour conserver leur place? Ces processus de soumission, et le mot peut paraître fort, mais au final, c'est de cela qu'il s'agit, non? Une soumission à un pouvoir, une autocensure pour éviter de provoquer des remous. Ce processus, donc, se fait par petits pas minuscules, sans bruit. Ce n'est pas une décision radicale que les journalistes prennent à un moment donné, qui se disent voilà, j'arrête d'être journaliste et j'appuie un agenda politique précis sans aucune déontologie journalistique. Non, bien sûr, la majorité des journalistes ne le font pas. Enfin, j'espère. Quoique, quand on regarde la couverture des Gilets jaunes, on se pose des questions. Mais, disons, admettons que c'est tout de même plus subtil. Il est beaucoup plus difficile, en effet, de critiquer férocement une personne de pouvoir que vous avez par exemple déjà croisée et que vous risquez de croiser encore. D'autant plus quand cette personne a l'air, ma foi, plutôt sympathique, affable ou amicale. Une fois que vous connaissez une personne, que vous l'avez croisée dans un contexte informel, que ce soit un cocktail, un dîner, un déjeuner, ou parce que vos enfants vont à la même école prestigieuse, alors il est beaucoup plus difficile de critiquer ces personnes. C'est une réaction humaine très normale, nous sommes beaucoup plus critiques avec ceux que nous ne voyons pas. Et d'ailleurs c'est pourquoi sur internet, les commentaires peuvent être d'une violence effarante, car celui qui critique est à l'abri, il ne va pas croiser sa cible.
Mais dans le monde du journalisme, ce n'est pas si simple. D'autant plus que, après tout, ces milliardaires sont leurs patrons, ou des amis de leurs patrons. Et je ne crois pas que les journalistes soient d'une qualité supérieure aux autres êtres humains, qui leur permettrait de s'affranchir de cette autocensure, de cette retenue. Certains en sont capables, comme M. Honneveld, probablement, mais ils sont peu nombreux. À ce sujet, Branco écrit « Il y a dès lors là, dans ces questions d'amitié qui pouvaient sembler insignifiantes, quelque chose qui touche directement à l'intégrité de notre régime. Et dans la complaisance que les journalistes ont montrée à l'égard de ces puissants, quelque chose qui commence à relever de l'ordre de la criminalité. Le principe d'une démocratie représentative est de consacrer des intermédiaires chargés de représenter le peuple et la société et de contrôler l'action de l'État et de nos gouvernants. Les journalistes, au premier chef, sont chargés de s'assurer que nos représentants n'utilisent pas le pouvoir au profit de leurs propres intérêts. S'ils ne le font pas, le sens même de notre régime s'effondre et notre démocratie devient formelle là où elle était réelle. Quel sens a une élection où l'on aurait à voter à l'aveugle, incapacité à connaître quoi que ce soit des acteurs à qui l'on nous présenterait, des intérêts qui les ont propulsés ?» Fin de la citation. Et c'est pour cela que ces liens doivent être montrés, auscultés, mis à nu, pour comprendre que ce président est le représentant d'une caste et qu'il ne se sent pas du tout lié au reste de la population. Tout comme les médias doivent leur survie aux actionnaires et donc sont conciliants avec eux, Macron doit son élection à ses oligarques et donc il les soigne. Macron ne doit pas ou si peu son élection à des réseaux de militants de partis qui ont sillonné la France, mais aux oligarques qui contrôlent les médias et ont permis une campagne médiatique sans précédent. C'est pourquoi il met en place une politique qui les favorise, du CICE, dont il était le concepteur à l'époque, à la suppression de l'ISF et aux lois de privatisation. Mais d'ailleurs, il n'a rien de surprenant à cela, puisqu'il se comporte comme ce qu'il est, c'est-à-dire un banquier, un créancier. Et comme tous les banquiers, il favorise ceux qui ont le plus d'argent et pénalise ceux qui en ont le moins et qui ont des problèmes de fin de mois. Et sa dernière bourde en est un parfait exemple, non? Il a clos le grand débat il y a quelques jours en disant qu'il n'allait pas sortir son chéquier. Voilà bien une réponse de banquier. Et c'est là qu'on comprend qu'il n'est pas un homme mu par l'intérêt général, mais uniquement par ceux d'une caste, car il considère que l'argent de l'État est le sien. Ces liens donc sont non seulement de relations, presque d'amitié, mais surtout, et c'est encore plus problématique, Macron est presque redevable envers ses oligarques, puisque selon Branco, Niel a proposé à Macron, je cite, d'utiliser ses réseaux pour tenter de vérifier et d'éventuellement faire taire une information. Branco continue. Nous parlons bien là, oui, du plus important détenteur de titres de presse du pays. C'est donc Xavier Niel. Celui-là même qui a mis la main sur Le Monde et quelques autres journaux tout en prétendant ne jamais intervenir dans leur contenu. Nous parlons bien là du futur président et de la future première dame, monsieur et madame Macron, qui acceptèrent ce service et par là même déjà acceptèrent de s'asservir à un tiers qui leur devenait tout puissant, devenant redevable d'un fait qu'ils pourraient à tout moment réutiliser, se liant à jamais à sa capacité à les faire chanter. Fin de la citation. Alors certains cherchent à minimiser ces liens, à montrer qu'ils ne sont pas si importants. Et ils expliquent qu'il ne faut pas oublier que, après tout, Macron a aussi bénéficié d'un contexte favorable et donc que l'on ne peut attribuer autant d'importance aux médias et aux oligarques. En effet, Juppé qui perd les primaires au bénéfice d'un candidat plus à droite, Valls également pour un candidat plus à gauche, ouvrant ainsi un boulevard au centre pour Macron qui du coup s'est associé avec Bayrou. Cependant, rappelez-vous la couverture médiatique de Hamon et de Fillon. Dès que l'affaire Fillon est sortie, les médias ne lui ont pas laissé une seule chance et ont détruit sa campagne. De même, Hamon a non seulement eu une presse contre lui, le présentant comme utopique et sans charisme, mais d'autre part, la trahison d'une grande majorité du Parti socialiste a permis de renforcer les rangs de la République en marche. Imaginons un seul instant une couverture médiatique différente. Imaginons que Hamon soit présenté comme le renouveau de la gauche, un candidat avec des ambitions profondes et une vision pour la France, ce qui aurait pu être possible puisque son programme était vraiment ambitieux et différent, alors que Macron, lui, il n'en avait pas de programme, puisqu'il est sorti très tard. Si les médias avaient présenté Hamon de cette manière, et Macron comme un homme sans idée, peut-être que les ténors du Parti socialiste n'auraient pas fui, et peut-être que la population n'aurait pas voté de cette manière pour Macron. Pire encore, que dire de la couverture médiatique de Jean-Luc Mélenchon que les médias attaquent régulièrement pour populisme. Il ne lui manquait que quelques pourcentages pour atteindre le second tour, et l'histoire du second tour aurait pu être très différente. Donc les médias ont une énorme responsabilité dans le choix idéologique qu'ils défendent, et donc dans l'influence qu'ils exercent sur la population. Et d'ailleurs, Branco se demande quel média mainstream n'a pas été pro-Macron et lequel pourrait révéler de telles informations sur les liens entre Macron et les oligarques.
Nous n'avons pas parlé encore de Libération ou de l'Express qui sont détenus par Patrick Drahi, qui possède également BFM TV. Drahi d'ailleurs qui est un proche de Bernard Mourad puisqu'il a nommé ce dernier président de son groupe de médias qui s'appelle Altis Media Group. Et en octobre 2016, Mourad quitte ce groupe avec l'accord de Drahi donc pour rejoindre l'équipe de campagne de son ami Emmanuel Macron. Car Bernard Mourad et Macron se connaissent depuis 2008. Et d'ailleurs, Vanity Fair, dans un article de décembre 2018, nous explique que Mourad appelle Macron « mon lapin ». C'est pas mignon tout ça? Mourad a rencontré Macron alors que ce dernier postulait pour un emploi dans la banque où Mourad travaillait. Et ce dernier lui a en fait conseillé de se rendre plutôt chez Rothschild car il y avait là-bas d'autres anciens inspecteurs des finances. Ce n'est pas moi qui invente, c'est une phrase de Mourad dans l'article de Vanity Fair. On voit qu'on apprend plus de choses sur les liens entre Macron et l'oligarchie dans Vanity Fair que dans Le Monde. Mais bien sûr, leur intention était de faire un article élogieux de Bernard Mourad et au passage faire quelques compliments à Macron. Car après tout, Vanity Fair appartient au groupe de Bernard Arnault. Dans le même article et aussi dans le livre de Branco, on comprend que Drahi a racheté Libération pour se faire bien voir du pouvoir et ainsi faciliter son opération de rachat de SFR. Opération donc qui a été appuyée par Mourad, et on comprend entre les lignes que Macron, alors conseiller de Hollande à l'Élysée, a appuyé cette opération. Donc Drahi doit cette opération à Macron, et alors il n'est plus possible de s'étonner que les médias du groupe Drahi, surtout l'Express et BFM TV, défendent Macron avec autant d'acharnement. Le même article explique comment M. Mourad a suggéré à l'Express de débuter sa nouvelle formule avec Macron. C'était en mars 2016. D'autre part, on sait maintenant que Bernard Mourad est depuis devenu directeur du siège parisien de Bank of America, qui s'est vu attribuer la gestion de la privatisation des aéroports de Paris. Alors cette banque a reçu l'attribution avant que M. Mourad n'y travaille, donc on ne peut pas accuser ici de conflit d'intérêts. En fait, même, on ne peut que s'étonner de cette coïncidence que Mourad ait été recruté dans cette banque par après. Et dernière chose, un petit détail, mais tout de même, cela permet de montrer à quel point tout ce réseau est lié par un système d'amitié, de relations d'affaires et même de couple, car la compagne de M. Mourad est en fait la numéro 2 du groupe Hachette, qui appartient à Arnaud Lagardère, un autre milliardaire proche de Macron, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode. Ce qui explique peut-être pourquoi le livre de Branco n'a pas trouvé d'éditeur. M. Mourad, encore lui, est aussi très proche de Benjamin Griveaux, ancien porte-parole de l'Élysée jusqu'il y a quelques jours. Donc on comprend bien que ce n'est pas le groupe Drahi qui va dénoncer les liens de Macron avec les oligarques. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ce n'est pas non plus Niel, c'est-à-dire Le Monde, les Inrock et le Nouvel Obs, ni Bernard Arnault, c'est-à-dire les Échos, le Parisien et Vanity Fair, ni Lagardère, Europe 1, le Journal du Dimanche, Paris Match, Bolloré peut-être, non, avec la chaîne de médias CNews et C8 à deux des plus grands fans de Macron, Hanouna et Pascal Praud. Bouygues avec TF1, je n'y crois pas. Les médias publics, dont on sait que la présidence est nommée par l'Élysée. Alors ce panorama est effrayant et fait froid dans le dos. Il a déjà été dénoncé par d'autres, mais on voit les conséquences aujourd'hui avec ce matraquage médiatique pro-Macron et contre les Gilets jaunes. Or si les médias se mettaient à critiquer fortement Macron, cela permettrait probablement d'influencer sa politique. Mais ce réseau est très fortement nouveau. Donc on a vu que Macron est soutenu par ses oligarques. Mais il avait aussi besoin de réseaux plus politiciens, plus liés à l'élite intellectuelle, et Branco nous montre tous les liens qui existent donc entre les proches de Macron et un réseau d'influence qui tournait autour de Richard Descoings, ancien directeur de Sciences Po, aujourd'hui décédé. Branco connaît bien ce réseau puisqu'il en a lui-même fait partie car il a été très proche de Descoings à l'époque où il étudiait à Sciences Po Paris. Et il se trouve que M. Descoings a nommé donc la femme de Édouard Philippe, directrice de l'école de droit de Sciences Po, puis M. Philippe, alors maire du Havre, a financé la création et le fonctionnement d'une antenne de Sciences Po dans sa ville. Est-ce un renvoi d'ascenseur? Qui sait? Descoings, qui est lui proche de Jean-Pierre Jouyet, lui-même proche à la fois de Hollande puisqu'il était le secrétaire général de l'Élysée, mais également très proche de Macron. La femme de Jouyet, elle travaille à Sciences Po. Il faut aussi parler de Laurent Bigorgne, potentiel successeur de Descoings, mais surtout président de l'Institut Montaigne, supposément neutre, mais qui en fait produit des analyses néolibérales et dont la femme a déposé les premiers statuts de En Marche, parti de Macron, dont l'adresse en fait était le domicile de M. Bigorgne. Tous ces liens nous font tourner la tête, et on s'y perd un peu, mais elles nous montrent un réseau tellement étroit qu'il en devient presque consanguin. Et bien sûr, lorsqu'il y a trop de consanguinité, ce n'est pas bon. Les idées ne se développent pas, il n'y a pas de critique dans le système.
Et Branco nous révèle aussi comment il a été lui-même très proche de Descoings, à tel point que certains pensaient qu'ils étaient amants, puisque Descoings lui tentait de cacher son homosexualité. Mais Branco, lui, réfute cela. Et lorsque Descoings est décédé, Branco a été un des premiers à être appelé pour se rendre au chevet du mort et ainsi faire signe d'allégeance à ce groupe. Branco a également donné le discours d'adieu à Sciences Po et il a été invité au Havre pour inaugurer une stèle en présence d'Édouard Philippe. Ainsi, on voit que Branco a été invité à entrer dans ce monde par de petits signes d'allégeance, et c'est cela qui est extrêmement intéressant. Car une fois que vous êtes invité à des événements si personnels tels l'enterrement d'une personne, et qu'on vous fait des honneurs, alors d'une certaine manière vous devenez redevable, vous vous liez d'amitié, vous entrez dans ce réseau et il devient difficile de s'en extraire, difficile de critiquer les gens que vous le considérez comme proches. Et c'est comme cela qu'un réseau se crée. Pas de complot sombre, rien que des invitations pour renforcer les relations, renforcer les liens et créer plusieurs strates dans lesquelles les membres se protègent. Branco d'ailleurs explique cela très bien dans l'interview qu'il a donnée à Thinkerview, que je vous encourage bien évidemment d'écouter dans sa totalité. Après avoir vu les liens avec les oligarques, puis avec les réseaux dont on vient de parler, et également les logiques de pantouflage et rétropantouflage dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, il est temps de se pencher maintenant sur la garde rapprochée de Macron. Des hommes qui lui doivent tout et donc qui lui sont extrêmement fidèles. Les Émélien, Chaker et autres Benalla. Émélien donc qui est empêtré dans l'affaire Benalla et qui sur le plateau de France 5 récemment a eu du mal à répondre aux questions de Patrick Cohen et admet indirectement que ce n'est pas un problème de créer un montage vidéo illégal diffusé sur un compte Twitter anonyme pour défendre l'Élysée. Alors vous me direz, les coups tordus du pouvoir, bon, il n'y a rien de nouveau là-dedans. La seule différence, c'est que maintenant, ces personnes sont tellement déconnectées de la réalité qu'elles ne comprennent même pas que ce qu'ils font est scandaleux. Et c'est pour cela qu'ils l'avouent à demi-mot, comme si c'était quelque chose de normal dans une démocratie. D'autre part, ce qui choque profondément, c'est le faible niveau des personnes qui entourent Macron. Branco insiste sur le cas de Gabriel Attal, donc le plus jeune membre d'un gouvernement de la Ve République, qui a commencé sa carrière à 23 ans sans aucune expérience préalable. Mais regardons les autres, donc. Ismaël Émélien, à peine 29 ans quand Macron est arrivé au pouvoir, aveugle aux responsabilités qui sont les siennes et qui est incapable de fournir une argumentation correcte lorsqu'il se fait prendre la main dans le sac par Cohen. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Hugo Vergès, par exemple, qui d'après Branco est nommé conseiller américain à 27 ans en charge des relations avec l'administration Trump, ayant comme seule expérience professionnelle 2 stages. Enfin, c'est tout de même incroyable de mettre une personne avec si peu d'expérience à un tel poste. Vergès fait partie, comme Benalla, de ces conseillers de l'ombre dont la nomination n'apparaît pas au journal officiel. Ils sont dans une sorte de flou. Vergès donc, mais aussi Sophie Wallon, mais il y a aussi Vincent Corr, qui est présenté dans un article du Monde de la manière suivante lorsque M. Corr rejoint l'Assemblée nationale. Voici un extrait de l'article. M. Corr avait lui intégré l'Élysée comme chargé de mission auprès de Stéphane Séjourné, conseiller politique d'Emmanuel Macron. Au cœur de la machine macroniste, pendant la conquête du pouvoir en 2017, ils connaissent parfaitement les parlementaires LRM. Fin de la citation. Mais en fait, Vincent Corr a fini ses études en 2016, donc il a 23 ou 24 ans. Et le journal Le Monde le présente comme quelqu'un qui connaît parfaitement les parlementaires. Alors il connaît peut-être les noms, il connaît peut-être certains détails, mais il me paraît très exagéré, voire absurde de dire qu'il connaît parfaitement les parlementaires. Voilà donc un très bon exemple d'article élogieux préparé par Le Monde et de l'utilisation d'un adverbe positif qui nous amène donc à croire que M. Corr est parfaitement qualifié pour ce travail alors qu'il n'a que 23, 24 ou 25 ans. Et c'est exactement cela que Branco veut nous montrer, qu'un journal ne fasse pas un effort critique plus important pour montrer que ce M. Corr n'a en fait aucune expérience et donc l'on peut douter de ses compétences. Mais au contraire, le choix de l'adverbe ne peut pas être plus positif. La journaliste n'a pas écrit qu'il connaît bien les parlementaires. Non, il les connaît parfaitement. Et donc, cet adverbe ne donne aucun espace pour critiquer, pour émettre un certain doute. Cela peut sembler être un détail, mais pourtant, c'est exactement cela qui est reproché aux principaux médias d'être extrêmement complaisant avec Macron et son équipe. Il y a un autre conseiller occulte, Raphaël Coulon, qui aurait autour de 26 ans et dont on ne connaît pas très bien son rôle, puisque, bien évidemment, cela n'est pas déclaré. Puis il y a Ludovic Chaker qui est lui plus âgé, 40 ans, mais qui est nommé à un poste qui semble important puisqu'il est conseiller du chef d'état-major particulier du président de la République, en charge notamment de la coordination de l'état-major avec les différents pôles de l'Élysée et des études et analyses stratégiques.
Dans le blog Secret Défense du journal L'Opinion, qui est pourtant un média libéral, Jean-Dominique Mercier écrit ceci. Sauf erreur de notre part, c'est la première fois qu'un tel poste est créé au sein de l'une des institutions les plus confidentielles du pays. Nous sommes hors sol, juge un bon connaisseur de ces milieux. Et Mercier poursuit. Une source dans la défense nous indique qu'il, c'est-à-dire Ludovic Schacker, qu'il s'occuperait de superviser des notes de renseignement dans le domaine du terrorisme. La même source indique également que sur la Chine, il n'est pas top, manquant de vision prospective. Et enfin, Mercier conclut son article. Une source proche du dossier ajoute qu'il aurait été engagé à l'Élysée parce qu'il était au chômage, mais qu'il ne fait rien et qu'il est rarement vu à la présidence. Alors pour un homme chargé de faire la coordination entre les différents pôles de l'Élysée, c'est quand même énorme. Et alors on se demande si ces personnages ont vraiment un rôle important et un rôle officiel dans la structure du pouvoir, ou s'ils ne sont là que pour protéger Macron, pour l'aider dans certaines tâches obscures. Donc on voit que les conseillers les plus proches de Macron n'ont aucune expérience qui pourrait justifier le rôle qui leur a été confié. Ils lui sont donc totalement redevables et parfaitement fidèles. Mais on a le droit de s'inquiéter d'un tel manque d'expérience, et surtout ce sont des personnes qui n'ont aucun lien avec les problématiques de la population, et le titre du livre de Ruffin peut aussi s'appliquer à eux, ce pays qu'ils ne connaissent pas. Et je conclus cet épisode sur cette phrase du livre de Branco. Tout est affaire de reconnaissance sociale, et rien ne passe par le contenu. En cela, l'école est une parfaite préparation à ce que deviendra notre société, où ne réussissent que des individus, sélectionnés par leur capacité à tenir l'apparence de domination, ses us et ses coutumes, et aucunement par leur capacité à produire un quelconque fond. Démontrer son courage, se sacrifier au nom d'une idée, s'engager même sont des notions en ces lieux farfelus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce second épisode sur le livre de Branco. Encore une fois, je vous invite vraiment à lire le livre et surtout continuer à rester informé auprès de sources indépendantes pour avoir des informations fiables. L'accès à l'information est une arme et c'est bien pour cela que tous ces milliardaires ont racheté les principaux médias. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ou avis sur cet épisode, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube Homo Ethicus où vous pourrez retrouver cet épisode. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les références du livre de Branco et aussi de Marc Anneveld, l'ambigu Monsieur Macron et aussi d'autres liens que j'ai utilisés comme référence. Ainsi que le lien bien sûr vers l'interview sur le site de Thinkerview que je recommande vraiment. Et surtout, soutenez vos libraires locaux plutôt que de commander sur Amazon. Et si vous voulez me soutenir, et ce serait génial si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. De préférence en mettant le plus d'étoiles possible, ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Ethicus. Et comme disait l'autre, Banzai!